j'étais en train de chercher qui je suis et qui est l'autre. Et à la lecture, parce qu'on a lu tellement de livres, on était la jeunesse syrienne, on était les cibles de beaucoup de vents. Il y avait le vent soviétique qui vient vers nous, il y avait le vent occidental à travers la France, il y avait le vent oriental par le frère musulman. Donc on était à la cible de beaucoup de tentations, de captations. Et moi, je cherchais, qu'est-ce que c'est ce monde occidental qui nous gouverne depuis des centaines d'années quand même. Depuis la croisade jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été de tentatives de contrôler l'Orient par les Occidentaux. Et Chateaubriand, il l'a dit clairement. Il a dit c'est tellement naïf de croire qu'on a été à Jérusalem pour prendre à l'église de nativité de main de musulmans. On était pour contrôler l'Orient. Et celui qui contrôle l'Orient devient le seigneur du monde, et nous sommes le seigneur du monde. Donc, en arrivant à Paris, j'ai découvert que l'Occident, c'est pas juste un mot à dire, c'est très compliqué, c'est très profond, il y a beaucoup de choses magnifiques et grandioses, comme il y a beaucoup de massacres, de crimes commis à travers le monde. Et j'ai décidé de rester à Paris, de faire mes études à Paris, de me marier avec une Française parce que je l'ai rencontrée dans le sud de la France. Et donc, je suis resté 25 ans non-stop à Paris. J'ai agi comme n'importe quel citoyen français. Je m'étais mis dans la peau d'un Français pour comprendre vraiment qu'est-ce que c'est le monde occidental et qu'est-ce que c'est la France. Parce que quand on dit l'Occident, c'est la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Et donc, ce sont les trois pays qui ont toujours vécu des concurrences entre eux pour qui va contrôler le monde. Donc, au bout de 25 ans, j'avais l'impression de commencer à comprendre. Donc là, on est en quelle année alors au bout de 25 ans ? 2011. Donc jusqu'en 2011. Absolument. Et là, la guerre en Syrie éclate. Voilà. Donc pendant 25 ans, j'ai vécu la guerre de l'Irak en France. J'ai vécu la guerre en Afghanistan en France. J'ai vécu la guerre des 10 années de guerre civile en Algérie à partir de la France. Et je commençais à voir ce qu'on appelle le printemps arabe qui a commencé à ravager la Tunisie et l'Égypte, qui est arrivé en Syrie. Eh bien, je me suis dit, ça va être un véritable cauchemar pour la Syrie. Parce que je connais le peuple syrien, ce n'est pas un peuple qui se laisse faire. Et je connais l'idéologie, la stratégie, le tactique anglo-saxon. Ils ont vraiment voulu mettre la main sur la Syrie, diviser la Syrie en plusieurs parties, parce que la Syrie commence à grandir, commence à se développer de manière considérable. En 2011, on n'avait pas un centime de dette pour les banques internationaux, pour le monde occidental. Les Syriens commencent à respirer réellement, acheter des voitures, acheter des appartements, vivre bien, partir en tourisme. Donc, il a fallu casser ce pays qui monte. Et donc, j'ai décidé de rentrer en Syrie et de vivre avec mon peuple en guerre. Donc, du côté des forces gouvernementales, alors ? Absolument. Ce qu'on appelle les forces légitimes, monsieur Asselineau. Les forces légitimes. Absolument, d'accord. Oui, bien sûr. Comment ce conflit qui a commencé donc effectivement en 2011, et donc ça fait maintenant 12 ans en fait. Exactement. Alors, vous connaissez ce qu'on en a dit en France, la façon dont on a présenté ça en France, avec Bachar al-Assad qui est un dictateur, un tyran, qui gaze sa population, et un soulèvement de la population contre lui. Il y a une autre, ça c'est le narratif occidental, il y a l'autre narratif qui consiste à dire en fait, ce sont des anglo-saxons qui sont derrière, qui fomentent une révolte, et en fait la majorité de la population est derrière Bachar al-Assad. Vous voyez, essayez d'être objectif, vous voyez ça comment ? Si vous m'avez invité ici, c'est parce que vous avez confiance en moi. Oui. Parce que je suis un homme totalement libre. Vous n'êtes pas un agent de Bachar el-Assad. Je ne suis l'agent des personnes. Vous n'avez pas des valises de billets? Non. Ni de la Russie, ni de l'Iran. Je suis un intellectuel prétend d'être homme libre, totalement libre. Très français donc, parce que français ça veut dire homme libre, vous le savez ça. Syrien aussi veut dire homme libre. Ah ben bon. Donc, non, vous savez quoi? Il y a beaucoup de non-dits
on a dit beaucoup de choses. Justement, ce qui m'a décidé de partir, vraiment, ce qui m'a fait décider de partir en Syrie, j'étais en train de marcher avenue de Versailles à Paris, et j'ai vu une grande photo, un poster de Libération, le journal de Libération, avec la photo de Bachar al-Assad, avec le sang sur son figure et ses mains. Moi, j'avais rencontré Bachar al-Assad en 2010 ici à Paris, avec M. Sarkozy. Il l'a invité 3 fois l'année 2010, vous le savez. Oui, oui, je sais ça. Il était en train de draguer la Syrie parce qu'il voulait absolument que le président syrien coupe ses relations avec l'Iran. Il voulait que le président Bachar al-Assad accepte de faire passer le gaz de Qatar par la Syrie vers la Turquie. Que la Turquie devient le roi du pétrole, comme on dit, Oui. avec le Qatar, et que le président Bachar al-Assad poignarde la Russie dans le dos. Et il a resté pendant 1 année à inviter le président Bachar al-Assad en France pour le convaincre de ça. Le président Bachar al-Assad est un homme de principe, et il a dit non, j'accepte pas ça. Et à l'époque, Nicolas Sarkozy, pardonnez-moi de le dire sur votre chaîne en direct, il a dit il nous a niqués. Donc voilà, donc il n'a pas réussi à rouler le président syrien dans le farine. Sarkozy a dit de Bachar el-Assad que c'est Bachar el-Assad qui l'avait niqué, c'est ça? Absolument, absolument. Ah oui, 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 absolument. Vous pouvez vérifier, ça a été dit. Alors, le président Bachar al-Assad, il n'est pas, je veux dire, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Il est né dans la maison de Hafez al-Assad, qui était quand même l'homme le plus intelligent de l'Orient. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Il suffit de lire les livres de Henry Kissinger, tout ce qu'il a dit du président Hafez al-Assad. Bachar al-Assad, c'est un homme de principe, il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas cédé aux tentatives de Sarkozy. Il a su quand même créer autour de lui des institutions très fortes qui ont résisté à cette offensive de ce qu'on appelle le printemps arabe. Et ce qui fait que la plupart des hommes laïcs qui ne sont pas dans le mouvement intégriste religieux en Syrie, ils ont pris la défense de l'État syrien, ce qu'on appelle ici le régime syrien. C'est vrai qu'en nombre, peut-être on n'est pas la majorité, mais en force de conviction, on est la majorité. Donc aujourd'hui, comment vous diriez s'il y avait des élections totalement libres en Syrie, combien il y aurait derrière Bachar al-Assad, à votre avis? Et combien y aurait-il derrière les Américains Comme ça, en pourcent. Bien sûr, absolument. Vous savez, ceux qui sont partis avec les Américains pour aller dans le paradis, en fait, parce que comment les Américains, comment ils ont réussi à rouler autant des Syriens dans la farine? C'est avec leur guerre douce. Vous connaissez le principe de la guerre douce. Ils ont montré un énorme banane aux Syriens. Venez en Turquie, il y a le paradis. Venez en Europe, il y a le paradis. Venez aux États-Unis, il y a le paradis. Et c'est vrai qu'une fois que les 3 millions de Syriens ils sont arrivés en Turquie, on les a laissés tomber. Et une fois que les Syriens sont arrivés en Europe, on ne parle plus d'eux. C'était juste pour affaiblir la Syrie. Et ces Syriens, maintenant qui sont partis en Turquie, tous les partis politiques turcs actuellement en compétition électorale, en train de leur dire cassez-vous. Retournez chez vous. Retournez chez vous. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui vit en France, qui demain, le gouvernement français lui dit « Retourne chez toi ». C'est l'humiliation la plus totale. Vous savez, il y a un proverbe en arabe qui dit « Quand vous enlevez vos vêtements, vous aurez le froid ». Et donc, les gens qui sont partis, ils ont froid aujourd'hui. Ils n'ont pas envie de voter pour les Américains. Parce qu'on l'a compris, tout le monde l'a compris. Les Américains, ils n'ont jamais tenu leur engagement, avec personne. Ni en Afghanistan, ni en Irak, ni en Europe.
le principe même de la politique, le fondement de la politique américaine, c'est de rouler les gens dans la farine. C'est de gagner, c'est de mentir. Et ça, Henry Kissinger, il l'a dit plusieurs fois, il faut mentir, 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 jusqu'au moment où le mensonge devient vérité. Mais le mensonge ne viendra jamais à une vérité. Alors aujourd'hui, on en est où en Syrie? Parce que pendant plusieurs années, les Français et les Occidentaux ont été submergés d'informations sur la Syrie. En France, notamment, ça a culminé en 2016-2017. Je me rappelle, pendant la campagne présidentielle, j'étais arrivé sur France Info. Personne ne me connaissait. Et la première question qu'on me pose, c'est est-ce que je condamnais le fait que le régime de Bachar al-Assad, comme il disait, avait gazé la population à Khan Sheikhoun. Et moi, j'avais dit, mais écoutez, j'en sais rien, ça vient d'informer. Mais j'étais sommé, en fait, de dire que c'était exact. Moi, je n'y connaissais rien. J'ai l'impression que on a raconté beaucoup de choses qui se sont révélées fausses. On avait présenté le régime de Bachar al-Assad comme devant s'effondrer à tout instant. Ça a duré plusieurs années. Après ça, il y a eu l'épisode de l'État islamique qui est intervenu, puis l'arrivée des Russes. Et puis maintenant, on ne parle plus du tout. On ne parle plus que de l'Ukraine. On ne parle absolument pas de ce qui se passe en Syrie. Donc, on en est où aujourd'hui? Quel est l'état de la situation? Il y a eu, en plus de ça, vous allez nous dire, il y a plusieurs problèmes en même temps, avec le tremblement de terre terrible qui a eu lieu. Mais on en est où? Comment est partagé le territoire? Est-ce qu'il y a des Américains, des Iraniens, des Russes, on en est où en fait? Voilà. Pour simplifier, pour les gens qui nous regardent, tout le nord de la Syrie, c'est-à-dire du bassin méditerranéen jusqu'à la frontière avec l'Irak, il y a 300 km. En profondeur de 30 km à peu près, c'est la Turquie qui met la main là-dessus. La Turquie. Absolument. Le quart de la Syrie, à l'est et au nord-est, c'est là où il y a le pétrole, ou le gaz, ou le champ de blé. C'est les Américains qui volent notre richesse nationale. Tous les jours. Absolument, absolument. Sans personne au monde qui parle. Ce sont les Américains, avec leurs sbires mercenaires du monde entier, qui contrôlent cette partie, bien entendu, en partenariat avec le gouvernement du Kurdistan, ce qu'on appelle le Kurde, dans cette partie de la Syrie. Dans le sud, bien entendu, la frontière avec Israël, il y a tous les mercenaires qui sont venus du sud par le biais de Golfe, qui se sont rassemblés en Jordanie pour rentrer en Syrie par le sud de la Syrie. Aussi. Absolument. Le plateau du Golan est toujours occupé par Israël. Absolument, absolument. Donc, le gouvernement national, légitime, contrôlait à un moment donné même pas le quart de Damas. 80% est devenu entre les mains des forces mercenaires étrangères. 80% de la Syrie. Absolument. Or, à partir de 2015, la Syrie a repris un peu la main sur la situation géographique et militaire. En 2017, pratiquement, a repris 80% de la terre syrienne. Ça, c'est sur le plan géographique. Qu'est-ce qui pèse lourd sur le peuple syrien? C'est cet embargo. L'embargo est le gros mensonge de loi César. L'embargo qui absolument coupe les hôpitaux, les écoles, l'infrastructure, les équipements. Et donc ça, c'est imposé par les États-Unis. Les États-Unis, absolument. Et les Occidentaux derrière. Bien entendu, voilà. bien entendu. Et donc cet embargo, c'est jusqu'à quand alors? Infini. Infini. Infini, absolument. Tant que Bachar el-Assad est au pouvoir, en fait. Tant que la Syrie n'était pas aux Américains. D'accord. Absolument. Donc c'est un embargo avec peut-être embargo des morts. Politique, voilà. Absolument. Ça crée beaucoup de morts, Bien entendu. sur la population. Absolument. Et ça rajoute là-dessus ce qui s'est passé le mois de février dernier, donc c'est le tremblement de terre. Donc quand on a trois guerres à la fois, guerre militaire, guerre d'embargo et guerre géologique, guerre de nature, et je ne sais pas si les Américains, c'est eux qui ont fait cette tremblement de terre, ça je ne peux rien dire parce que je n'ai pas de preuves. Donc
Donc c'est très très difficile aujourd'hui la situation en Syrie. Et c'est pour ça, dans tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et le fait que je suis ici en train de discuter avec vous, c'est pour dire au monde entier, stop l'embargo contre le peuple syrien. Et j'espère absolument, je vous lance un appel, M. Asselineau, vous que vous êtes aujourd'hui, vous représentez quand même beaucoup de monde en France et dans l'esprit libre de ce qu'on appelle vraiment libre de cauchemars et comment dirais-je, de cette mainmise atlantiste sur l'Europe, essayez d'aider la cause du peuple syrien pour qu'on cesse de demain cet embargo et pour que la France retrouve sa dignité, sa liberté de reprendre des relations diplomatiques avec la Syrie. Alors, les relations diplomatiques ont été interrompues à la fête de la France. On a quand même une espèce de représentation non officielle de la Syrie ou pas? Pas du tout. Aujourd'hui, il y a un ambassadeur de France pour la Syrie. Oui. Qui travaille ici au Quai d'Orsay, donc juste pour suivre, pour être au courant par les Américains sur ce qui se passe en Syrie. Ah oui, c'est ça, on dépend maintenant complètement des Américains. Absolument. Et la Syrie n'a pas une représentation un peu en France? On a un consulat ici à Paris aussi, c'est absolument. Près de l'école militaire, non? Exactement, à côté de l'école militaire. Ah oui, je crois. Absolument. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire? On a entendu parler quand même, ou je crois que c'était au mois d'octobre dernier, que Emmanuel Macron semble-t-il, voulait changer de point de vue et se demandait s'il n'allait pas essayer de se rapprocher il y avait un article dans le Figaro. Oui, il y a eu un article dans le Figaro. Un article dans le Figaro. Mais après, on n'a rien entendu. C'est ça, donc c'était une macronade, quoi. Absolument, c'est un fait divers comme ça. D'accord. Alors, le rôle des Russes là-dedans? Vous savez, la Russie... pour les Français, on n'a pas une idée exacte. La Russie, elle est très proche de l'Orient. Même physiquement, géographiquement. Absolument. Géographiquement, physiquement. Les musulmans, ils étaient en Russie depuis avant le christianisme. Je veux dire, il y a très très longtemps. Parce que la Russie est devenue chrétienne avec Vladimir, le prince Vladimir, en 950, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps. Donc les Russes, ils sont de nature. Moi, j'ai voyagé beaucoup en Russie, j'ai discuté avec beaucoup de peuples russes. Ils sont beaucoup plus proches de l'Orient dans leur état d'esprit que les Occidentaux. Donc c'est normal que les Russes cherchent toujours à avoir un mot à dire en Orient. Et c'était le président Hafez el-Assad, pendant la guerre froide, qui a développé cette relation très étroite avec la Russie. Avec l'Union soviétique à l'époque. Bien entendu, absolument. D'accord. Lui-même n'était pas communiste, mais il avait des relations étroites avec l'URSS. Absolument. Ce qui fait qu'en 2015, quand les anglo-saxons atlantistes ils ont failli étrangler l'État syrien, eh bien c'est normal qu'on fait appel à nos amis. Et c'est vrai que Poutine, le président russe Vladimir Poutine, et ça c'est très important ce que je vais vous dire maintenant, parce qu'en 2015, l'Alliance Atlantique a commencé à encercler la Russie par plusieurs pays qui rentraient dans le temps. Et ils ont commencé à militariser l'Ukraine parce qu'il y avait un véritable plan secret pour couper la Russie en plusieurs pays. Et oui. Ça, vous le savez. Oui, j'en ai parlé au dialogue franco-russe. J'ai fait une vidéo qui a 550 000 vues, absolument. Où j'ai présenté, et c'est pas des racontables. Ah non, absolument. Il y avait un plan. Oui, oui. Donc Poutine, il cherchait à respirer. Donc il a trouvé que l'invitation syrienne de venir en Syrie, c'est exactement au bon moment. Sinon, la Russie allait passer à la trappe. Donc on va dire que la tragédie syrienne, c'était une chance pour la Russie. Pour la Russie. D'accord. Donc ils sont intervenus militairement. Absolument, absolument. Il y a une base militaire en Russie. En Syrie. Juste un mot là-dessus. Est-ce que les États-Unis et l'Angleterre, ils ne sont pas intervenus militairement pour libérer la France? Oui. Donc ça, je veux dire, pour que les gens qui nous regardent, pour qu'ils ne puissent pas penser que c'était la première fois dans l'histoire que c'est passé.
Depuis la nuit de temps jusqu'à aujourd'hui, sur le plan personnel comme sur le plan de l'État, quand on est dans les difficultés, on fait appel à des amis. Donc la Russie est venue, elle a aidé la Syrie, et la Syrie a repris la main sur l'armée des mercenaires. Et aujourd'hui, ils font partie, bien entendu, de ce qui se passe en Syrie. Alors aujourd'hui, il y a une présence russe. Bien sûr. Il y a une base militaire sur la côte syrienne. Sur la côte syrienne. Bien sûr. Et sinon, ils ont d'autres endroits où ils sont présents Non, c'est juste... c'est juste là. Oui. Et le peuple syrien, le petit peuple syrien, j'imagine qu'il voudrait la paix, mais comment il voit la Russie, comment il voit les États-Unis, comment il voit la France? Il doit y avoir une terrible déception sur la France. Vous avez dit le petit peuple syrien. Moi, je veux dire le grand peuple syrien. Oui, je dis le petit peuple, c'est pas péjoratif. Bien sûr. Mais ce qu'on appelle le petit peuple, c'est les gens dans la rue. Absolument, voilà, d'accord. Vous savez, les Syriens, c'est comme tout le monde, ils aspirent à vivre à la paix, bien entendu. Mais aussi, ils ont leur dignité. Ils se sont battus pendant 400 ans contre l'invasion ottomane. On a, dans notre mémoire, il y a toujours les hommes bandus sur la place de Marjid au cœur de Damas par les Ottomans. Ah oui, sur la place. Donc, bien sûr, absolument. Dans notre mémoire, il y a aussi les batailles acharnées au moment de mandat avec l'armée française. Donc, le peuple syrien aime sa liberté. Il veut vivre libre. Mais c'est vrai que la géographie de la Syrie joue contre la Syrie. Parce qu'on est au cœur du monde. On est entre la richesse de l'énergie de pays du Golfe et l'Europe. C'est un passage obligé, la Syrie. Et là, en géographie, quand on est en Syrie, eh bien, on est au cœur du monde. Et c'est pour ça les forces américaines, israéliennes, occidentales, atlantistes, ils ont toujours, depuis le croisade jusqu'à aujourd'hui, dans leur esprit, c'est de mettre la main sur la Syrie. Les Israéliens sont très présents en Syrie avec les Américains. C'est par l'intermédiaire des Américains, bien entendu, bien sûr. Par l'intermédiaire des Américains. Alors, il y a effectivement, moi il se trouve que je suis allé en Syrie il y a déjà longtemps. C'est un pays, je le dis à tous les gens qui nous écoutent, absolument magnifique. Et notamment, j'y étais allé au moment de Pâques, où c'est une période, du point de vue climatique, idyllique. Mais en plus de ça, il y a tous les villages chrétiens de l'anti-Liban où on fête les fêtes religieuses. Et je voudrais dire ici, parce que les Français ne le savent pas forcément, et je vais dans votre sens, c'est que c'est un des pays les plus anciens du monde, d'une certaine façon, ou berceau d'un certain nombre de grandes religions, puisque c'est en Syrie qu'il y avait se trouve l'épisode dans les Actes des Apôtres du chemin de Damas, lorsque Saül, qui est un juif qui persécute les premiers chrétiens, sur le chemin de Damas, tombe, reste 3 jours aveugle, et après on dit qu'il adore, voilà, il adore ce qu'il brûlait, il brûle ce qu'il avait adoré, et c'est Saül qui devient saint Paul et qui va être l'inventeur du christianisme. Le vrai inventeur du christianisme, c'est moins le Christ qui est mort que saint Paul qui va ensuite diffuser cette nouvelle religion à partir de Damas, et puis il va passer en Turquie. C'est pour ça, monsieur Asselineau, que je vous invite de faire partie de ce voyage qu'on est en train d'organiser le 27 avril. Très sincèrement, je vous invite en direct comme ça sur votre chaîne, parce que nous sommes une dizaine de personnes, et on va aller en Syrie, au nom de la France qu'on aime tous, la France libre, la France des idées gaullistes, pour dire au peuple syrien que nous sommes là, avec vous, et nous venons pour témoigner notre amitié pour le peuple syrien. Et demander que la France lève l'embargo. En fait, c'est des sanctions. Il y a des sanctions contre la Syrie qui sont absurdes, et encore plus face à un peuple qui est francophone, francophile. Exactement. C'est très cruel. Voilà. Et donc, nous voudrions effectivement demander au gouvernement de bien vouloir, mais ça voudrait dire que la France s'échappe de la tutelle américaine et européenne. Hein. C'est ça le problème. C'est le moment ou jamais de le faire. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe en France, avec des 3 millions de Français dans la rue,
et la fissuration du mur Macron, c'est le moment ou jamais de le faire. Et qui mieux que vous, Monsieur Asselineau, de porter ce message d'amitié avec le peuple syrien. On en a d'autant plus besoin qu'en plus il y a le tremblement de terre. Vous savez, il y a énormément de chantiers de reconstruction en Syrie après 2 ans de guerre. Pourquoi la France reste absente avec tout ce qu'il peut apporter sur le plan littéraire, sur le plan culturel, sur le plan économique? La Syrie pourrait être un buffet d'oxygène pour l'économie française. Oui. Alors, ce qui est triste aussi pour les gens qui nous regardent, c'est que la Syrie, comme l'a dit Adnan, a été le lieu du parti Baas qui s'inspirait de la laïcité à la française, bien entendu, comme d'ailleurs le parti Baas en Irak, bien sûr. Et que la politique américaine, au début du XXIe siècle, suite aux attentats du 11 septembre, a constitué en fait à aller détruire tous les régimes qui étaient plus ou moins démocratiques, mais en tout cas qui étaient laïques, qui faisaient prévaloir une vision moderne du monde arabe et du monde musulman. En fait, tout a été fait, organisé comme s'il s'agissait de détruire ces pays qui s'inspiraient de la laïcité à la française pour en fait avoir des pays qui reviennent de façon rétrograde sur des anciennes habitudes, en fait avec comme objectif de maintenir ces pays un peu... je parle sous votre contrôle, bien entendu. Loin de la modernité, bien sûr. Qui sont des pays sous domination étrangère, loin de la modernité, et enfermés en fait sous une chape de plomb. Donc c'est triste aussi que la France n'ait pas poursuivi son œuvre qu'elle avait commencée, qui remontait en fait au 19e et 20e siècle. Depuis François Ier. Voilà, depuis François Ier, mais même en matière de laïcité, dont s'était inspiré le régime aussi en Turquie, le régime d'Atatürk, et les partis Baas. Donc c'est vraiment cruel. Alors pour conclure, vous avez, je crois, sorti un livre récemment. Absolument. Donc c'est quoi? C'est une nouvelle épopée que vous avez faite alors? Comme je vous l'ai dit, il y a 40 ans, j'avais fait un tour du monde à cheval. Oui. En 2019, j'ai voulu vraiment remercier le peuple irakien, iranien et russe parce qu'ils nous ont aidés à résister. Et donc j'ai monté sur mon cheval et je suis parti pendant 10 mois, 300 jours à cheval. Et j'ai relaté tout ça dans ce livre, Damas, Moscou à cheval. Et c'était en 2019 que j'ai commencé à écrire dans ce livre, qui va avoir de la guerre entre la Russie et l'Amérique, entre la Chine et l'Amérique, qui l'Amérique ne restera jamais le seul maître au monde. Et ce livre, c'est pour vous un cadeau, merci beaucoup, Monsieur Asselineau. Merci beaucoup. Merci Adnan Adzam. J'espère que ça vous a intéressé cet entretien. Bien sûr, il est libre de ses propos. Je pense que je le connais. C'est quelqu'un qui est honnête, sincère, un peu idéaliste, un peu comme nous le sommes tous. Dès qu'on aime son propre pays, moi je suis un patriote français, mais comme disait De Gaulle, être patriote, c'est aimer son pays. Être nationaliste, c'est détester le pays des autres. Nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes patriotes et nous aimons aussi les autres pays du monde. Voilà. Donc c'est quelqu'un en qui j'ai confiance quant au jugement. C'est différent évidemment de ce que l'on a entendu pendant des années sur l'horreur du régime syrien. En ce moment, on n'en parle plus. Peut-être que si les événements continuent dans ce chemin, on va d'un seul coup entendre qu'à la surprise générale, soit Macron, soit son successeur, finalement renouera des relations avec le régime syrien. Ainsi est faite la vie diplomatique. Et puis tous les narratifs qu'on a pu entendre à la télévision, à la radio, on s'apercevra qu'il y avait peut-être eu certainement d'ailleurs des crimes, mais les crimes en général sont des deux côtés quand il y a une guerre, et puis qu'au total, il y avait quand même eu beaucoup d'exagérations. L'avenir le dira. En tout cas, c'est un pays absolument magnifique et je peux témoigner pour y être allé, donc il y a une vingtaine d'années, que le peuple syrien est vraiment un peuple extrêmement chaleureux, et très francophone et très francophile, et que c'est vraiment un drame que la France soit partie de ce pays en fait dans des conditions de vassalisation aux intérêts américains qui n'ont rien à voir avec les intérêts français et les intérêts de l'amitié franco-syrienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adnan.